travaux s'intéressant à la littérature en contexte numérique. Dès les années 90, ont pointé des publications qui étudiaient les impacts de l'informatique et des réseaux sur des productions culturelles et plus immédiatement littéraires, même si la transversalité disciplinaire était d'ores et déjà de mise, avec des points de contact ici en information et communication, là en bibliothéconomie, là encore avec les arts visuels et médiatiques. Des chercheuses et chercheurs comme Christian Vandendorp, Olivier Diens, Louise Poisson et Benoît Melançon ont tranquillement mis la table à des investigations plus amples et plus ambitieuses pour ce secteur naissant. Sans vouloir faire la petite histoire du secteur, je signalerai tout de même un jalon très important qui est celui de la création, dès 2004, du laboratoire NT2 à l'Université du Québec à Montréal, sous l'impulsion de Bertrand Gervais. C'est intéressant d'emblée au lien entre nouvelles technologies et nouvelles textualités, d'où le NT2. Ce laboratoire a créé un terreau déterminant pour permettre l'émergence de travaux, d'événements et de profils de jeunes chercheuses et chercheurs spécialisés. Le laboratoire a évolué à travers les années, se recadrant ensuite sur les arts et littératures hypermédiatiques et accueillant différents projets connexes, comme l'Observatoire de l'imaginaire contemporain. Plusieurs figures scientifiques du Québec et du Canada anglais y seront liées ponctuellement ou de façon plus pérenne. Pensons à Joanne Lalonde, qui est plutôt du côté des arts visuels, Sophie Marcotte, Sylvain David et moi-même. Les réalisations du laboratoire NT2 sont nombreuses. Outre de nombreux développements web liés au domaine culturel et littéraire, signalons plusieurs publications en ligne de travaux sur la littérature numérique, des événements importants comme le congrès de l'Electronic Literature Organization tenu à Montréal en 2018, mais aussi la constitution d'un ambitieux répertoire d'œuvres d'art et de littérature hypermédiatique, regroupant plus de 4000 entrées d'œuvres réalisées entre les années 80 et aujourd'hui. Est précieuse une telle perspective sur une trentaine d'années de production numérique, sans restriction quant au territoire national de rattachement, montrant bien le dynamisme au fil des générations de créatrices et de créateurs, au fil des technologies se succédant sur nos ordinateurs et sur le web. Néanmoins, la réalité de la place occupée par le numérique sur le terrain paraît assez différente. Si la pratique d'une littérature numérique s'installe résolument, la pénétration réelle de ces usages, de ces outils dans le monde du livre et de la littérature reste plombée par une littératie numérique très variable, avec une moyenne plutôt basse. C'est ce qu'on observe un peu partout, et sur ce point, le Québec ne fait pas vraiment exception. Comment les actrices, les acteurs du milieu littéraire peuvent-ils utiliser les outils numériques, les réseaux pour promouvoir la littérature québécoise, pour en assurer une médiation à travers diverses plateformes? C'est là l'enjeu de la découvrabilité des productions culturelles au cœur de toutes les discussions actuelles sur la circulation des œuvres en période pandémique et post-pandémique. Cet enjeu rejoint ici la question plus large de la visibilité, chère aux petites cultures, étouffées par les cultures hégémoniques, question qui préoccupe les institutions culturelles, les agentes et agents des milieux éditoriaux et autres figures intervenant dans l'écosystème du livre, dont les auteurs et les autrices. Parallèlement, cette faible littératie affecte aussi la possibilité que les outils numériques soient intégrés au processus de création et de production des œuvres littéraires, en particulier les œuvres nées numériques. La faible connaissance de ces outils, les compétences techniques limitées des acteurs et actrices du milieu littéraire, l'arrimage peu naturel entre les écrivaines, écrivains et les spécialistes informatiques, ce sont là tous des freins communs à un déploiement plus large des pratiques d'écriture d'œuvres littéraires numériques. C'est à ce contexte particulier que s'est arrimé le projet Littérature québécoise mobile, démarré en 2016 avec des fonds préliminaires, puis financé depuis 2019 jusqu'en 2024 par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Il s'agit d'un ambitieux projet de recherche en partenariat, ajoutant à la quinzaine de chercheuses et de chercheurs du Québec, mais aussi de la France. On y ajoute donc une vingtaine d'organismes partenaires liés au monde du livre et de la littérature, dont on a ici un petit échantillon.
Ce projet vise à développer collaborativement avec ces milieux des savoirs sur l'évolution récente des pratiques littéraires en contexte numérique, particulièrement au Québec. Dirigé par Bertrand Gervais, le projet compte 3 pôles. Celui principal de l'UQAM à Montréal, comportant une équipe médiatique spécialisée. Un autre en éducation et littérature jeunesse, dirigé par Nathalie Lasselle, qui est également de l'UQAM. Et un troisième à l'Université Laval, dont je suis le directeur, celui-ci se spécialisant sur l'innovation éditoriale et sur l'histoire des pratiques littéraires numériques au Québec. L'intérêt que nous portons comme spécialistes de la littérature au contexte numérique prend un double visage, ce double visage dont je vous parlais à l'instant. Le numérique comme adjuvant pour la diffusion et la médiation de la littérature québécoise, et celui de l'étude d'une large production littéraire née numérique, où les outils technologiques participent étroitement du geste de la création littéraire aujourd'hui. On observe ainsi un développement graduel d'une conscience de la singularité de ces pratiques, rendu possible de diverses façons directes et indirectes. Augmentation du nombre d'œuvres, bien sûr, reconnaissance croissante de ces productions par des instances institutionnelles, présence de figures littéraires attestées dans ce nouveau secteur de création, accroissement peu à peu d'une littératie numérique auprès des acteurs et actrices du milieu littéraire, démocratisant, voire banalisant le recours à l'un ou l'autre outil de création ou de publication. C'est probablement cette banalisation qui devient l'indice le plus probant d'une pénétration du numérique dans les pratiques actuelles de la littérature. Et nous nous affairons, par le projet LQM, Littérature québécoise mobile, à consolider cette appropriation du numérique avec différents partenaires des milieux littéraires québécois. Quelques exemples rapides de projets que j'ai pu mener, auxquels j'ai contribué dans les dernières années pour vous donner un petit aperçu. D'abord, peut-être le carnet de la Fabrique du numérique. La Fabrique du numérique a été un événement tenu à 2 reprises, en 2010 et en 2020. C'était sous le format des On Conference, visant à favoriser le contact entre des acteurs de différents milieux autour de la question du livre et du livre de demain. Un des éléments qui a surgi à la suite de ces rencontres, c'était la nécessité de poursuivre ce travail de transfert, mais aussi de veille sur ce qui est en train de se produire dans le milieu éditorial et dans le milieu littéraire. Donc, on a mis en place ce carnet qui est comme une forme de magazine où, depuis septembre dernier, on a publié une centaine d'entrées qui sont soit des lectures d'œuvres, soit des survols de textes critiques, soit des présentations d'outils éditoriaux qui se destinent autant au milieu universitaire qu'au milieu professionnel du livre. Et dans ce sillage de la Fabrique du numérique, nous tiendrons dans tout juste une année à l'Université Laval à Québec une école d'été sur l'innovation éditoriale. Autre projet qui est vraiment conjoint, qui est celui d'un vocabulaire descriptif des œuvres numériques. Le NT2 avait déjà fait un travail en ce sens par le passé et on a, dans les derniers mois, refondu collégialement cette typologie descriptive avec les gens du NT2, aussi avec l'équipe de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques de Marcello Vitelli-Rosati, que mentionnait Michael tout à l'heure, et a proposé une nouvelle nomenclature descriptive qui est hébergée sur OpenTeso, une ressource d'Humanum, et qui permet de mobiliser ce vocabulaire de façon très, très simple à travers un système de données liées. De façon un peu connexe, mais tout à fait en extension immédiate de ces intérêts, nous avons produit au Pôle Québec de l'UQM dans les derniers mois une première nomenclature des arts littéraires. Donc, ce secteur de la littérature où les textes existent en dehors du support classique du livre. Donc, que ce soit des textes spectacularisés, soit qui sont exposés ou qui sont médiatisés, on a là une diversité de pratiques littéraires que nous essayons d'établir conjointement avec les gens du milieu pour pouvoir favoriser la reconnaissance de ces pratiques souvent performatives de la littérature, parmi lesquelles se trouve évidemment la littérature numérique. Enfin, dernier exemple, qui est l'établissement d'un corpus spécifique, celui des œuvres littéraires numériques du Québec, que nous sommes en train d'élaborer. Nous avons plus de 250 entrées pour l'instant, donc des textes qui sont spécifiquement québécois, et on se sert d'une plateforme Omeka pour pouvoir donner accès à ces
œuvres, donc à une description structurée qui nous permet de mieux comprendre comment évoluer la pratique numérique au Québec. Et ce corpus est donc la pierre d'assise d'une future histoire des pratiques littéraires numériques au Québec que nous nous affairons à mettre en place et que nous espérons pouvoir rédiger dans les prochaines années. Donc, tout ce travail sur le corpus est fondamental pour pouvoir mieux connaître les pratiques et nous allons d'ailleurs, dès la semaine prochaine, faire un événement collectif pour pouvoir pousser toutes ces données vers Wikidata pour pouvoir mettre au commun l'ensemble des informations colligées sur ces œuvres extrêmement mal connues et absolument pas indexées autrement. Pour les prochaines minutes, si vous me le permettez, je souhaite contribuer à l'élaboration d'un cadre théorique et critique à même de mieux saisir les pratiques littéraires numériques à travers la question plus spécifique de leur matérialité. Celle-ci mérite ici toute notre attention et pour cause, la littérature numérique se trouve précisément à l'intersection d'une conception éthérée de la littérature que l'on considère à tort peu dépendante de ses conditions matérielles, intersection aussi d'une conception hyper techniciste du numérique, entre code et algorithme, une conception pas moins éthérée entre impermanence des données et info nuagique. Comment bien témoigner des déterminants matériels de la littérature numérique? Comment mieux comprendre la dynamique sémiotique et interactive de ces œuvres littéraires? Comment combattre au final le constat fantasmatique de leur immatérialité? Comme si le code informatique était moins concret qu'une série de caractères alphabétiques sur une feuille de papier. Pour ce faire, je porterai ici attention à la dimension processuelle des œuvres littéraires numériques. Pour examiner la littérature numérique, il est commun de recourir à une poétique des œuvres, approche qui a beaucoup noyauté les études numériques. Une telle saisie poétique s'impose et possède d'ailleurs ses vertus pédagogiques. C'est souvent par là qu'on réussit à atténuer la frayeur technique de lectrices, de lecteurs, peu enclins à rechercher des contenus culturels sur support numérique. En expliquant la forme, en montrant le fonctionnement, en illustrant les possibilités de sens, nous parvenons à susciter l'intérêt d'une classe entière ou à amadouer des amateurs inconditionnels de livres papier. Pourtant, pour arriver à une compréhension plus globale de la dynamique propre aux œuvres numériques, il me paraît nécessaire d'élargir la perspective et d'ouvrir sur le déploiement dans le temps, dans ces opérations, de cette littérature numérique. La question fondamentale de la matérialité est ainsi ramenée depuis l'intérieur du dispositif, de sorte qu'il nous appartient de la réinscrire dûment dans l'économie des œuvres et de la pratique. Matérialité, donc. Nous ne sommes pas ici à discuter du caractère de réalité des pratiques numériques. Ne ressurgit pas, bien sûr, l'enjeu philosophique du réel et du fin, voire du simulacre. Ces pratiques sont attestées, elles sont tangibles. Ce caractère tangible est capital dans notre appropriation des œuvres numériques, qui appellent des manipulations, des interactions qui n'ont rien d'irréel ou de désincarné. Si on a beaucoup péroré sur l'immatérialité du numérique, c'est généralement en raison de son inscription sur des supports informatiques au statut de boîte noire, trop complexes ou trop abstraites pour le commun des mortels, des supports auxquels une perception négative est associée. Précarité des contenus, obsolescence des systèmes, danger de piratage, éminence d'un dysfonctionnement en raison de divers bugs. Cette immatérialité n'est souvent au final qu'un signal d'une réalité mal comprise. Pensons à la théorie des humeurs en médecine qui, pendant des siècles, donnait au corps humain une dimension plus mystique que concrète. En questionnant la matérialité de ces pratiques, nous nous trouvons à réaffirmer l'enjeu de la technique dans la création artistique. Cet enjeu est très largement reçu et considéré dans nombre d'autres disciplines des arts, mais nous avons toutefois tendance à sous-estimer son rôle en littérature. Oui, bien sûr, le rouleau de papier ininterrompu de Jack Kerouac a influencé sa prose. Oui, le livre a été remodelé par un Raymond Queneau, imaginant ses 100 000 milliards de poèmes. Plus souvent qu'autrement, par contre, les études littéraires sont à la recherche d'une muse inconnue ou sont fascinées par l'élégance de la rature sur les épreuves d'un chef-d'œuvre.
Ce ne sont pourtant là que des épiphénomènes. Pour s'engager dans l'examen de la matérialité des œuvres, qui plus est des œuvres numériques, il paraît nécessaire de distinguer, de prendre en compte l'état d'un code, d'un dispositif et ses processus multiples, en amont et en aval de l'œuvre achevée. Balisée par des considérations techniques, définitoires ou opérationnelles, l'œuvre ne peut être pensée en dehors de sa processualité, élément déterminant dans la compréhension de la dynamique propre aux œuvres numériques, particulièrement littéraires. Réfléchir à l'amont d'une œuvre suppose d'aborder autant les enjeux matériels de support, d'outils, que la démarche créative. Ces enjeux matériels restent encore assez peu définis, du moins dans la perspective qui est nôtre. Les actrices et acteurs du monde informatique nagent avec aisance dans ces considérations croisées entre caractéristiques physiques des machines, capacités des systèmes d'exploitation et possibilités définies par les langages de programmation. Nous, littéraires, pataugeons plus difficilement dans ces environnements, nous limitant souvent à en constater le non-fonctionnement. Le code est cassé, un bout de logiciel est périmé. Il y a pourtant tout un secteur d'études émergents qui réconcilie ces deux solitudes. Un secteur dont l'esquisse a été posée par Matthew Kirschenbaum, s'intéressant à une application littéraire de la digital forensics, soit une criminalistique appliquée aux objets numériques. Il tente de ramener au premier plan les enjeux matériels de l'informatique. We will follow the bits all the way down to the metal, annonce-t-il en introduction de son ouvrage Mechanism, New Media and the Forensic Imagination. Au point de confrontation entre la donnée numérique comme entité abstraite, symbolique, et comme marque, trace matérielle, inscrite sur un support, il aborde des questions aussi différentes que le stockage, l'analyse des configurations machiniques d'œuvres anciennes, les enjeux de longévité et d'accessibilité de ces œuvres, distinguant la forensic et la formal materiality, entre donc l'empreinte matérielle des données sur des supports et les états relationnels multiples entre les données dans un objet computationnel. C'est là une conception fondamentale de la génétique appliquée à des œuvres numériques, une conception exigeante, pourtant un corollaire immédiat de l'histoire du livre et donc de l'histoire des médias. Les littéraires, eux, sont versés au deuxième volet, celui de l'étude de la démarche créative. La génétique textuelle travaille précisément à remonter le fil du temps, à lire entre les lignes des brouillons et des manuscrits les traces d'une inventivité et d'un imaginaire en voie de se cristalliser. Or, cette pratique est lourdement compliquée par les usages typiques du contexte numérique. Absence fréquente de brouillons au sens classique, élimination de l'étape des épreuves. Il apparaît bien souvent illusoire de retracer ces origines d'une œuvre, sauf si l'on se trouve dans deux cas de figure bien spécifiques. Le premier cas de figure est la prise en charge d'un historique de version par le logiciel utilisé, que l'on soit dans un wiki, un Google Docs ou une instance d'hébergement Git qui garde une trace des versions évolutives d'un logiciel ou d'un bout de code. La démocratisation, aussi lente soit-elle de cette pratique hors des sphères spécialisées de la programmation, pourrait être une mine d'or pour la recherche en études littéraires numériques. Le deuxième cas de figure relève plutôt d'une posture octoriale singulière, celle de l'autodocumentation des créations et expérimentations. L'exposé de la démarche d'un Jean-Pierre Balpe, dès 1997, paru sous le titre « Trois mythologies et un poète aveugle », illustre parfaitement cette approche. Vulgarisant sa démarche, commentant ses tâtonnements, le créateur reconstruit la logique de développement de son projet. Il se situe de la sorte quelque part entre la confidence partagée à quelques happy fews qui ont la capacité de lire cette mise en scène discursive de la pensée algorithmique et le discours d'escorte auto-explicatif, auto-justificatif qui fait aussi la marque de plusieurs figures de l'art contemporain. Nathalie Eynick constate que cet art contemporain serait devenu essentiellement un art du faire raconter, un art du récit, voire de la légende, un art du commentaire et de l'interprétation, où l'œuvre ne se réduirait pas aux limites matérielles de l'objet.
Cette mise en scène de l'acte créatif se retrouve d'ailleurs particulièrement active dans le secteur des productions littéraires assistées par intelligence artificielle, là où le laïus compte probablement davantage, pour l'instant, que la lettre même des œuvres produites. Les traces laissées au fil de la création littéraire numérique pourraient également être étudiées par un examen rapproché du code, de façon à identifier les scories, les commentaires, les incohérences localisées témoignant d'une élaboration progressive du projet. Cette méthode est toutefois freinée par deux facteurs. D'abord, la capacité même d'étudier ce code, appelant une rare compréhension des langages de programmation, et la possibilité d'identifier les marques précises d'une évolution au fil de sa rédaction. Ensuite, l'accessibilité même de ce code. Est en effet révolu le beau temps des sites en HTML où nous pouvions scruter tranquillement le code utilisé. La multiplication des scripts et des applications côté serveur camoufle la réelle organisation du code derrière l'œuvre. C'est comme assister à un spectacle de marionnettes où les ficelles seraient invisibles. Nous prenons ici la mesure des incidences de cette observation de Lev Manovic, il y a maintenant plus de 20 ans, quand il situait la forme culturelle et organisationnelle des bases de données au cœur des nouveaux médias. Comme source de données, d'éléments non ordonnés provenant de notre monde, la base de données commande une intervention pour l'inscrire dans un réseau de sens. Database and narrative are natural enemies, disait-il avec justesse, montrant ainsi la distinction, plus encore le détachement entre la donnée, le code, et le rendu du code, qui lui seul est reçu et interprété par le tout venant. Parmi les pratiques littéraires numériques actuelles, le recours à des bots textuels, notamment sur les réseaux sociaux, illustre avec force les défis posés à une approche génétique des œuvres numériques. À la façon de toute œuvre générée, que ce soit de la simple génération combinatoire ou le résultat d'un apprentissage machine, la production de publications par des bots met en lumière le découplage radical entre le processus d'écriture et le rendu textuel. Au début du processus, l'architecture de données et de sources textuelles dans un logiciel comme Tracery ou d'autres interfaces plus digestes révèle rapidement un référentiel lexical et un imaginaire spécifique. À l'autre extrémité du processus, la lecture des entrées sur un fil Twitter donne à lire la combinatoire, plutôt la sédimentation progressive des propositions textuelles, littéraires, rendues possibles par cet outil. De cette extrémité qui est celle du public lecteur, l'ascendance de l'œuvre demeure cependant opaque. Sans accès au code, sans compréhension du dispositif, du mécanisme impliqué, la démarche échappe à la lecture. Les limites évidentes de cette posture génétique pour étudier les œuvres littéraires numériques trouvent un complément ou un équilibre dans une prise en compte symétrique de leur performativité effective. Dans les études sur la littérature numérique, cette idée de performativité est trop souvent attachée étroitement à la dimension interactive des œuvres. Bien sûr, ces capacités de relation du dispositif ne sont pas neutres. Elles illustrent l'engagement de l'œuvre dans une dynamique avec le lectorat, à travers des manipulations, des contributions, des expériences personnalisées de l'installation textuelle. Je voudrais ici pousser plus loin cette idée de performativité pour mieux définir sa situation. Dans son ouvrage récent, Poet Against the Machine, Nathalie Nachtergael s'intéresse à des pratiques littéraires hétérodoxes et pour y parvenir, elle favorise une approche contextuelle, tenant compte de l'écologie impliquée pour l'œuvre. Si cette préoccupation accompagne toujours ou devrait toujours accompagner l'étude des pratiques culturelles, elle prend un visage singulier en contexte numérique. Le contraste est particulièrement vif pour l'univers littéraire, où l'incarnation de l'œuvre, généralement un livre, est facilement saisissable et identifiable. Édition produite par tel éditeur, format déterminé, date de mise en marché, modalité et territoire de diffusion. L'œuvre littéraire numérique, elle, compte sur une existence qui est toujours relative, du moins depuis qu'on a abandonné disquettes, CD-ROM et DVD.
une existence relative à son lieu de publication, qui est aussi un lieu d'hébergement. Site web, revues numériques, app stores qui diffusent des œuvres applications, plateformes diverses. L'œuvre numérique s'inscrit étroitement dans un contexte qui la détermine en retour, qui lui offre exclusivement le moyen d'une publication, cette mise à disposition publique. Une telle dépendance médiatique, commune pour les pratiques culturelles, mais mouvante pour les productions numériques, éclaire soudain la capacité singulière des œuvres à se situer dans la cacophonie discursive et sémiotique du monde actuel. Pour illustrer cette inscription performative, 3 observations seront ici proposées à titre de dernier temps de cette communication. Le cas des bots textuels mentionnés il y a peu éclaire avec force cette idée d'écologie à laquelle participent les œuvres numériques. Par définition, ces bots sont pensés comme des vers dans la pomme. Twitter, pour prendre cet exemple, rassemble des discours de premier degré sur les réalités de notre monde. La plateforme ne vise pas à accueillir des contenus littéraires de second degré, sauf peut-être quelques ironies et quelques métaphores parsemées ici et là. Twitterature, bots poétiques, ce sont là des cohabitations forcées ou des détournements de plateforme qui forcent la rencontre choc entre des discours de nature contrastée. Si, dans l'examen des bots, notre évaluation de leur portée se limite à la lecture comparée des entrées, le regard échappe à la performativité. Non, je reprends. Donc, si dans l'examen des bots, notre évaluation de leur portée se limite à la lecture comparée des entrées, le regard échappe à la performativité contextuelle de ces œuvres, qui détonnent dans un univers discursif, aussi bigarré soit-il, et qui fragilise momentanément la fonction première de la plateforme, qui est peu encline aux expériences défamiliarisantes. Contextualité spatialisée, donc, mais aussi contextualité temporelle. Le livre, œuvre allographique pouvant faire l'objet d'éditions successives, cumule des inscriptions dans différents lieux qui témoignent d'autant de moments de son existence. Par contraste, l'œuvre littéraire numérique se déplace, plutôt que de multiplier les modes d'existence. L'œuvre peut passer d'un site d'hébergement à un autre, d'un contexte de publication initiale à un hébergement plus pérenne. Le principe du référencement des objets numériques, qui sont des pratiques majoritairement autographiques, appelle à une non-multiplication des exemplaires de l'œuvre. Le public lecteur se trouve ainsi à suivre l'œuvre, à l'accompagner dans ses déplacements et à attester de ses déplacements avec la connotation qu'il suppose. Passage d'un site personnel à un site institutionnel ou déphasage d'un site d'hébergement qui tombe en dormance. Ainsi, l'interprétation s'ajuste-t-elle? L'exemple de la revue Bleu-Orange, qui a été mise en place notamment au NT2, cet exemple est très parlant. Périodique, un temps actif et associé à une certaine idée de l'innovation, elle a cessé ses activités et est maintenant accessible par une plateforme de préservation patrimoniale de l'Electronic Literature Organization. C'est un média mort, témoignant d'un temps passé, connotation qui colore aussi les œuvres qu'elle avait publiées. Une dernière observation, toujours liée à cet enjeu de la temporalité, porte sur l'évolution de la performativité des œuvres. Toute œuvre littéraire est reçue différemment selon la transformation des horizons d'attente. Un auditoire du 20e siècle, bien sûr, interprétera bien différemment une tragédie grecque que les spectateurs de l'époque. En contexte numérique, il faut aussi calculer l'effet du vieillissement de l'œuvre. Quelles sont les conséquences du temps qui passe sur les machines qui hébergent, sur les systèmes d'exploitation et les plateformes? Que ce soit d'anciens contextes informatiques qui vieillissent mal, que ce soit aussi des supports renouvelés dont les performances sont bonifiées. Rappelons ce bel exemple de Tramway d'Alexandra Zemmer, qui réagit à l'accélération des processeurs au point où l'œuvre deviendra éventuellement illisible parce que traitant trop rapidement l'affichage des composantes textuelles.
La prise en compte de ce vieillissement machinique ne doit pas faire écran au vieillissement même de l'expérience des œuvres numériques. Inscrites dans des plateformes marquées par leur rattachement à l'actualité, comme les réseaux sociaux, certaines œuvres souffrent d'un enfouissement graduel dans la fausse habitude, pour reprendre la belle expression de François Bon. L'effet de contraste lié à la cohabitation discursive s'érode, la présence dans les flux est empêchée. Certaines stratégies éditoriales peuvent d'ailleurs attester de ce vieillissement, bien que de façon indirecte ou involontaire. La tentative de garder à flot une œuvre qui autrement s'abîmerait dans la mémoire médiatique peut produire cet effet. Pensons aux stabilisations proposées par Clara Baudou de son Madeleine Project, site web pointant vers les 5 saisons de l'œuvre sur Twitter et rapaillant les discours péritextuels. Édition papier, événements liés comme une exposition muséale. Toutes contribuent, hélas, à accuser ce vieillissement de l'expérience de lecture, repoussant l'œuvre dans une antériorité expérientielle qui semble difficile à neutraliser par le public lecteur. On le sent bien, cette prise en compte de la contextualité de la performance des œuvres littéraires contribue à les situer plus finement et, de la sorte, à montrer les vecteurs contradictoires de la lisibilité des œuvres et de leur pérennité, de leur patrimonialisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, René. Nous avons applaudi, mais nous étions, le micro était donc vous entendez. Il n'y a pas de problème. Merci quand même. Merci beaucoup pour cette présentation très riche, avec un contenu transversal impressionnant. Donc, j'imagine qu'on peut commencer la discussion à présent. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Ah oui, donc Anne doit malheureusement s'en aller. Au revoir Anne. Donc une petite question. Merci pour la présentation. Ah oui, ok. Donc Anne Sen, je ne sais pas si tu souhaites, si vous souhaitez poser votre question. Oui, est-ce qu'on m'entend correctement? Oui, très bien. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant de voir tous ces très nombreux aspects liés à la matérialité et à la conservation des œuvres numériques. Et j'ai surtout, mon attention a surtout été retenue par le projet de bibliothèque numérique de littérature québécoise, si je reprends bien les termes. Et je me demandais en fait, parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, comment les œuvres étaient choisies et comment par rapport au droit de partage, surtout, je veux dire, est-ce que ce sont des œuvres qui sont tombées dans le domaine public? Est-ce que ce sont des œuvres pour lesquelles vous avez reçu une autorisation explicite de la part des auteurs, ou est-ce qu'il y a éventuellement un arrangement avec des éditeurs? Parce que c'est un problème qu'on retrouve souvent et qui ne nous permet généralement de partager que des œuvres assez anciennes, et je serais intéressé de savoir comment vous avez pu gérer cette question-là. Merci de votre question. Est-ce qu'on parle bien de la Bibliothèque mobile de littérature québécoise dont je n'ai pas parlé, mais que vous avez pu trouver, j'imagine, pendant que je parlais? Oui, c'est ça. Et si vous savez dire quelques mots en plus sur le projet, ça m'intéresse. Oui. C'est un ancien projet que je caressais depuis des années, de rendre disponibles certains classiques de la littérature québécoise ou de la littérature canadienne-française, parce que le Québec n'existait pas de cette façon-là au début du siècle. Et c'est un projet, disons, expérimental, au sens où ce que nous voulions essayer, c'est de travailler sur des éditions numériques totalement web, à partir d'une petite liseuse que j'ai fait développer par une petite boîte informatique. Donc, une liseuse web
tout à fait simple. À preuve, je l'ai fait développer, je pense, en 2013, et quand on a pu réactiver le projet en 2020, tout fonctionnait encore nickel, ça roulait, donc on était sur des standards relativement bas. Donc, côté technique, c'était une chaîne de production relativement simple. On travaillait à partir du Markdown et donc avec un transfert vers le HTML qui permettait simplement d'aller s'attacher au fonctionnement de la liseuse pour pouvoir générer une table des matières, pour pouvoir séparer les chapitres et les paragraphes, permettre une numérotation et donc se caler sur les usages habituels de la consultation en version numérique, comme les revues savantes l'ont développé depuis près de 20 ans. Pour le contenu lui-même, évidemment, il faut travailler à partir de ce qui était disponible. Donc, on a retenu uniquement pour le moment des œuvres qui étaient dans le domaine public, effectivement, de façon à jouer de cette carte de l'accès libre total, en se disant, bon, il y a là un patrimoine culturel qu'il faut pouvoir préserver. L'avantage du Québec, je vais apporter une précision par la suite, c'est que le droit d'auteur cesse d'être en fonction à partir de 50 ans après la mort de l'auteur. La petite nuance, c'est qu'on est tranquillement en train de se caler sur la moyenne internationale de 70 ans, donc le passage devrait se faire bientôt. J'ai aucune idée si j'aurai un droit acquis pour certains cas qui étaient très à la limite. Mais les 9 entrées qu'on a là sont donc des textes de genre variés, donc de la poésie, journal ou littérature intime, du roman, pour pouvoir expérimenter cette mise en forme relativement bricolée, je ne m'en cache pas, mais qui offre des plateformes de lecture, notamment pour l'enseignement au secondaire, pour l'université, pour le préuniversitaire aussi. Et on a tranquillement des échos de gens qui disent « Ah, il était temps ». Il fallait pouvoir avoir accès à des éditions fiables de ces textes de littérature, de ces textes classiques de notre littérature nationale. Et pour ce qui est des textes eux-mêmes, dans 6 des 9 cas, j'avais obtenu l'autorisation de la Bibliothèque du Nouveau Monde, qui est une collection des presses de l'Université de Montréal, qui produisent des éditions de référence savantes de ces textes classiques. Et donc, moi, ce que j'ai obtenu comme autorisation, c'est d'utiliser le texte de base qui a été établi par des chercheurs de façon très rigoureuse. Donc, on récupère le texte de base et on contribue à la diffusion de cet état du texte. Et dans les autres cas, on a nous-mêmes fait le travail d'aller chercher la dernière édition du vivant de l'auteur, de retranscrire, de lisser, parce qu'il y a des enjeux de scorie de langue et de typographie qui surviennent, et pour pouvoir permettre d'avoir une édition la plus fidèle possible à celle qui était l'édition de référence, à savoir la dernière version publiée du vivant de l'auteur. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça vous donne au moins l'aperçu général du projet. Ouais, merci beaucoup pour la réponse. Grand plaisir. En attendant que d'autres réfléchissent à leurs questions, j'ai une question qui est dans le prolongement de celle-ci, au sujet des contours de la littérature numérique qui sont pris en considération pour ce projet d'archivage. Bon, dans ce cas-ci, c'était assez réduit, mais en général, voilà, comment poser les contours dans le genre qui a vraiment des frontières poreuses. Quand est-ce qu'on considère qu'une œuvre numérique est de la littérature et qu'est-ce qu'on considère comme du numérique? Oui, je sais, c'est une question à s'arracher les cheveux. Mais voilà, vous y avez trop réfléchi, visiblement. Ouais. Donc, un début des pistes de réponse à ce sujet-là, si vous en avez à proposer. Il y aurait tout un travail fondamental à faire sur cette question-là. Ce que les collègues de l'UQAM ont eu comme critère ou comme vision, ça a été de ne pas trop se poser la question parce qu'ils étaient dans ces arts et littérature numérique ou arts et littérature hypermédiatique, donc d'avoir une vision très, très englobante. Le travail que je suis en train de mener avec mon équipe, avec d'autres collègues,
c'est vraiment de se dire comment est-ce que la littérature a trouvé un point d'entrée vers ce nouveau support média qui définit l'écriture autant qu'elle lui permet d'être diffusée. Et il me semble qu'on doit conjuguer des paramètres de différents ordres, des paramètres institutionnels, en se disant, est-ce que cette œuvre a été reconnue comme œuvre littéraire ou a été reconnue par des instances qui sont rattachées au domaine de la littérature? Par exemple, le cas le plus facile, ce sont les prix. Est-ce que cette œuvre a reçu un prix en tant qu'œuvre littéraire? Donc, on a une sorte de caution externe. Ce qui arrive, somme toute, assez rarement. Parfois, c'est le domaine de rattachement de l'artiste qui nous permet de savoir, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui a une production majoritairement littéraire? Donc là, il y a une forme d'incursion, souvent en dialogue avec d'autres pratiques artistiques, et ça nous permet de voir qu'il y a une forme de négociation entre la zone littéraire et la zone, disons, plutôt vidéo. Dans d'autres cas, souvent, et c'est ce que j'adore, c'est que ce sont les étudiantes, les étudiants qui ont les meilleures questions et qui nous ramènent à ces enjeux-là parce qu'ils nous mettent en pleine figure, je fais quoi de ce truc-là? Et là, de dire, bon, revenir à un enjeu de base, c'est de se dire quel rôle joue le texte dans l'économie de cette œuvre-là. Est-ce qu'on est dans l'ordre de la fioriture d'accompagnement? Est-ce qu'on est dans une structuration, une scénarisation d'une œuvre où le texte joue un rôle qui est somme toute important et où il va entrer en dialogue ici et là avec d'autres pratiques médiatiques? Et à partir de ces éléments-là, on finit par se questionner, par être capable d'échanger de façon très, très ouverte. Et c'est tout l'enjeu de l'établissement du corpus dont je vous parlais un peu plus tôt, et de se dire, bon, tel truc, est-ce qu'on l'admet à l'intérieur de ce corpus-là, à partir des critères, à partir de l'appréciation qui est la nôtre? D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, moi, toujours dans le même esprit, vu que voilà, vous avez beaucoup parlé, enfin, vous avez mentionné en tout cas l'aspect du patrimonialisation des œuvres et le côté institutionnel également au niveau des prix, etc., qui valide entre guillemets ce type de littérature. Et je me demandais si voilà, est-ce qu'il y aurait est-ce qu'au Québec, est-ce qu'il y a des institutions qui sont en charge un petit peu de l'archivage et de la pérennisation de ce genre d'œuvres, comme c'est le cas en Belgique maintenant qu'on commence à envisager d'inclure la littérature numérique dans le dépôt légal, donc auquel cas il y aurait une mission légale de la Bibliothèque nationale de préserver ces œuvres. Et donc du coup, pour l'acquisition, évidemment, ce serait également plus simple, entre guillemets, vu qu'il n'y aurait plus cette préoccupation de ce qui est libre accès ou non, etc. Même si évidemment ça pose d'autres questions voilà, auxquelles on n'en finit pas de répondre, notamment en ce qui concerne les plateformes d'accès, etc. Mais donc voilà, je me demandais un peu quelle était la situation au Québec et s'il y avait un mouvement aussi dans cette direction à l'heure actuelle. C'est timide, disons les choses comme ça, et les ressources sont très diffractées. Il y a une ouverture de la part de la Bibliothèque nationale à pouvoir prendre en charge le dépôt légal de contenu numérique. Oui, mais encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est simplement d'accueillir des EPUB et des PDF dans leur voûte numérique? Est-ce que c'est une capacité vraiment à se saisir d'œuvres complexes et qui demandent des assises technologiques beaucoup plus complexes qu'un simple fichier? On n'y est pas encore. Il y a toutes sortes de voies détournées ou intermédiaires qui jouent un peu ce rôle-là, mais sans avoir ni la rigueur, ni l'exhaustivité, ni la pérennité qu'on pourrait souhaiter. Il y a des intermédiaires qui vont agir de cette façon-là. Je pense à l'agence Topo, notamment à Montréal, qui a été promotrice de plusieurs projets de création et qui joue ce rôle de maintien d'un accès à certaines des œuvres.
Dans le domaine des arts numériques, des arts multi, certaines œuvres vont être acquises par des musées. Bon, est-ce que les œuvres littéraires numériques vont être acquises par des institutions analogues? Je ne crois pas. Parfois, comme le NT2 a ce genre d'institutions, d'unités universitaires, de recherche, a des moyens de pouvoir offrir des modalités compensatoires. Notamment, pour certaines œuvres, il y a des navigations filmées qui ont été proposées pour garder une trace de l'expérience de l'œuvre. Évidemment, ce n'est pas conserver l'œuvre, mais au moins, on essaie de garder un peu une mémoire fantomatique de ce que l'œuvre pouvait proposer dans son environnement d'origine. Parce que c'est aussi ça la question. Conserver une œuvre, c'est pas uniquement conserver son code, c'est conserver la bulle de l'expérience, de la lecture, de la navigation. Bon, on était dans un environnement Windows ancien avec tel type de navigateur qui offrait telle rapidité de mouvement qui définit profondément ce qu'était cette expérience-là, et que si on essayait de l'émuler aujourd'hui sur un Mac lissé avec les types d'interfaces qu'on a aujourd'hui, donnerait une expérience complètement différente. Est-ce qu'on est en train de jouer sur la nature de l'œuvre en modifiant ce contexte-là? Et il me semble qu'il y a toute une réflexion à faire, ou du moins une certaine conscience de ces paramètres-là. Donc, pour revenir à la question de départ, ça reste un secteur extrêmement timide pour l'instant du point de vue institutionnel, parce que les efforts de ce qu'on voit est beaucoup plus dans le développement des pratiques numériques que dans une conscience d'un rôle à jouer du côté de la pérennisation, de la patrimonialisation de ces œuvres-là. D'accord, merci. Oui, en fait, je pense qu'en Belgique, on est aussi un peu dans le même si, voilà, comme je vous ai dit, il y a cette volonté de la Bibliothèque royale d'archiver, de pérenniser, de faire entrer la littérature numérique dans les collections. On est encore loin, évidemment, d'y arriver en pratique, vu que même l'exhaustivité, je pense que ce sera sans doute jamais tout à fait possible. Surtout en ce qui concerne voilà, maintenir les œuvres lisibles et accessibles pour le public, voilà, il faudra faire une sélection à coup sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, en ce qui concerne la valorisation du patrimoine, il y a des tas de fonds qui existent, par exemple, pour rénover le patrimoine wallon, par exemple, ou belge. Et le numérique ne fait jamais partie, on ne peut jamais postuler à ces fonds de rénovation du patrimoine pour des objets numériques, alors que voilà, c'est quelque chose qui manque clairement et qui est très important. C'est un des enjeux, j'imagine, des humanités de nos jours, c'est la conservation numérique. Donc voilà, c'est un peu, ça choque un peu en fait ce vide, j'ai l'impression, ce vide de la conservation numérique. Mais en tout cas, donc merci beaucoup pour voilà, ces pistes de réponse. Et je vais essayer d'arrêter d'accaparer la discussion. Donc si d'autres personnes ont des questions à poser. Chris, oui. Merci René pour cette conférence extraordinaire, fantastique. Un grand merci. Ma question se réfère à la... That's a e-list performance in progress. This is the echo thing. À la relation entre la dimension performative et l'environnement que tu as mentionné. Tu as parlé des œuvres numériques dans un nombre d'environnements, n'est-ce pas? Je ne sais pas seulement le livre de Magali, mais dans des environnements institutionnels, environnements littéraires, etc., culturels, bien sûr. Est-ce que tu vois une possible extrapolation de la signification de performance à cet égard? Est-ce qu'il y a des performances multiples, des niveaux multiples en ces environnements?
J'en ai manqué un petit bout parce qu'il y a eu un peu de retour de son, mais au sens où on peut définir de façon variée et multiple l'idée même de performance, ou au sens qu'une œuvre peut s'inscrire dans différents contextes? Oui, c'est que peut-être dans le contexte de la littérature numérique, performance peut être redéfinie ou devenir elle-même plus complexe et avec des processualités que toi as mentionné ça aussi. C'était très intéressant d'écouter ça. Et la processualité peut-être que devient elle-même plus complexe et avec des étapes multiples sur des niveaux multiples. Oui, je crois qu'il faut pouvoir, notamment pour les littéraires, accepter d'exploser la notion de performance, qui est d'ailleurs très peu commune, qu'on va associer à l'idée un peu passive de la lecture, et s'inspirer de là et des gens en art de la scène, s'inspirer aussi des performance studies qui ont mis la table, peut-être très largement, mais néanmoins, à cette prise en charge de la dynamique d'une œuvre inscrite dans une circonstance donnée. Et on a, il me semble, trop longtemps ignoré cette situation, cette mise en situation de l'œuvre, qui va faire en sorte que, oui, au sens premier, on s'intéresse à l'interactivité, on s'intéresse aux effets du lecteur sur le déroulement de l'œuvre ou sur l'activation du dispositif. Pensons à une fiction arborescente où le lecteur, la lectrice fait ses choix en disant oui, va à gauche, va à droite, choisis tel truc, et l'histoire se développe tranquillement. Mais on est là dans une conception très sage et très édulcorée de la performance. Parce que c'est simplement le dépliement de l'œuvre dans ses possibilités mécaniques. Mais cette performance peut être considérée beaucoup plus largement dans le site ou l'environnement où l'œuvre a été publiée, l'environnement informatique, en se disant, bon, est-ce que cette œuvre-là, on la consulte sur un smartphone ou on la consulte sur un ordinateur de table ou sur un panneau numérique dans une salle d'exposition? Est-ce que cette œuvre-là peut circuler, changer d'environnement parce qu'elle est inscrite dans une interface qui, elle, est plus fluide et peut être embeddée dans un site web ou participer à Facebook ou être lisible sur Instagram? Et tous ces paramètres d'environnement-là modifient profondément et la lecture et l'interprétation qu'on peut faire de l'œuvre. Et on a trop tendance à réduire l'œuvre à sa simple coquille immédiate de code. Oui. Merci beaucoup. Merci, oui. Merci, tout à fait d'accord. Y aurait-il une autre question? Sinon, nous pouvons nous arrêter là et je profite encore de l'occasion pour remercier infiniment René pour avoir accepté de participer à ce congrès. Merci beaucoup. Ça s'inscrivait parfaitement dans l'idée que nous avions de cette semaine. Donc, voilà. J'en suis très heureux. Merci de l'invitation. Et j'espère à bientôt en virtuel ou qui sait, même en chair et en os. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence également. Et j'espère revoir certains d'entre vous demain et après-demain pour la fin de ce congrès. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous.